Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce Facebook Live sur la page de Gonzo Marketing. Comme à l'habitude, on va laisser quelques instants passer pour donner le temps à tous et à toutes de se joindre à nous. J'aurai l'occasion aujourd'hui de m'entretenir avec Charlie Fernandez, cofondateur de l'agence Réverbère, spécialiste tout ce qui est Instagram. Je vous rappelle, le temps que les gens se joignent à nous, que c'est une série de Facebook Live qu'on fait. Donc, la semaine dernière, on a eu le plaisir de s'entretenir avec Philippe Bussière. On a parlé des tactiques générales, là, quoi faire, quoi pas faire d'un point de vue marketing dans ces temps particuliers. On a parlé avec Caroline Cormier de plic.co. Quel rôle peuvent jouer les influenceurs dans les campagnes en ce moment. On a discuté avec Stéphane Parent de l'espace OBNL, les perspectives donc pour les OBNL, un contexte assez fragile pour eux. Et donc, cette semaine, j'aurai l'occasion également, jeudi, je le mentionne tout de suite, de m'entretenir avec Marie-Julie Gagnon. On va parler à quoi va ressembler le tourisme de demain, le voyage, parce qu'éventuellement, ça va revenir, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais allons-y pour aujourd'hui. Bonjour tout le monde, mon nom est Frédéric Gonzalo, conférencier consultant et spécialiste du numérique et de plus en plus des Facebook Live et des webinaires. Alors, je me joins à tout de suite, voilà, Charlie Fernandez. Comment vas-tu, Charlie? Eh bien, écoute, ça va pas pire, comme on dit en québécois. Je pense qu'on est relativement chanceux d'être ici. Très content d'ailleurs d'être là aujourd'hui avec toi. C'est vrai qu'on se connaît depuis, je crois, quasiment que je suis arrivé au Québec, donc un bon 10 ans. Si ma mémoire est bonne, on s'était rencontrés à l'occasion d'un tweet-up. Je sais, c'était un tweet-up à l'époque où c'était populaire, effectivement. Ouais, c'est pour te dire à quel point ça date. C'est vrai. Mais écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Puis bien content d'être des vôtres aujourd'hui pour jaser tout simplement Instagram et numérique en général. Ben oui, tout à fait. Puis justement, je mentionnais que c'est une série, là j'avais omis de mentionner tout à l'heure, on a eu exactement aussi Mathieu Laferrière, spécialiste Oui. LinkedIn. Et puis vendredi, bon, on parlait justement comment une plateforme comme LinkedIn peut être utilisée peut-être différemment, des choses à mettre en place. Et puis je sais que j'ai déjà tendu quelques perches, je vais certainement vouloir parler à d'autres personnes pour Facebook, d'autres plateformes. Mais avec toi aujourd'hui, Charlie, on veut parler Instagram. Et pourquoi Instagram? Peut-être tu peux nous dire qui tu es et que fait l'agence Réverbère. Je pense que ça va mieux situer les gens qui nous écoutent en ce moment. Ouais, ça peut aider à c'était le contexte, comme on dit. Ben, écoute, moi, je viens de l'extérieur, pas seulement de la ville ni de la province, mais vraiment de l'autre côté de l'Atlantique, Ah, puisque je c'est suis. pas l'accent du lac Saint-Jean? Non, non, pas l'accent du bas Ah, du fleuve, c'est l'accent plus méditerranéen sud-ouest. Mais ouais, donc je suis né dans une ville qui s'appelle donc Mazamet, dans le sud-ouest de la France. Puis donc j'ai grandi justement entre le sud-ouest de la France, un petit peu l'Angleterre et ultérieurement la Chine. Donc avant d'arriver donc ici au Québec il y a 10 ans. J'ai commencé à travailler justement dans le numérique par le biais notamment d'agences techno, numériques, peu importe comment on les appelle, pour ensuite faire ta connaissance notamment, mais également pour prendre la direction des communications du Web à Québec, dont j'étais justement en poste durant un peu plus de 2 ans, puis pour ensuite donc me lancer à mon compte. Tout d'abord, tout simplement en tant que pigiste en inbound marketing. Je ne sais pas si le terme existe encore, mais à l'époque c'était bien populaire, on parle de ça il y a 5-6 ans. oui. Puis, donc, lancer une première entreprise, Maple Insight, qui était un startup studio. Puis, il y a donc bientôt 3 ans, me retrouver avec mon associé et ami de quasiment toujours, Tristan Gevaux, à lancer Réverbère. Réverbère, tout simplement, qui est la première agence de communication spécialisée sur Instagram au Canada. Donc, Réverbère se spécialise sur Instagram. Vous ne faites que ça. Donc, pour ça, moi, c'est sympathique. Je trouvais, je fais des formations, des webinaires et des articles sur Instagram, mais un peu comme vendredi dernier, on a parlé avec Mathieu, qui est pas mal, ne fait, fait autre chose que du LinkedIn, mais spécialisé sur la chose. Je me disais, tiens, on va parler avec Charlie parce que toi, tu es vraiment les deux mains dans du Instagram avec les clients, les mandats que tu fais. Et puis, donc, c'est ce que vous faites avec l'agence Réverbère. Et alors, justement, je voulais te tendre la main et ouvrir la discussion sur, dans le contexte en ce moment, parce qu'on pourra parler de bonnes pratiques et des opportunités Oui, bien sûr. avec Instagram dont on aurait pu parler il y a 2 mois. Mais dans le contexte actuel, est-ce que tu as vu des choses intéressantes qui sont dignes de mention et aussi qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, les entreprises qui vont visionner là, ceci, quelques mots de sagesse qu'on peut leur conseiller? Je dirais que on voit plusieurs choses sur Instagram actuellement. Puis, je vais parler en tant que dirigeant d'entreprise, puis je vais parler également en tant qu'usager d'Instagram, puisque je pense que dans ce genre de situation où l'humain
prédomine, si je puis dire, c'est bien de mêler l'un aux autres. Il y a des choses qui sont très bien que l'on voit sur Instagram, puis il y a des choses qui sont, je pense, un petit peu plus difficiles à avaler en ces temps où, encore une fois, précarité peut être synonyme commun à beaucoup de personnes. Au niveau des choses qu'on aime, parce qu'il y en a quand même plus que ce qu'on n'aime pas, moi, une des choses que j'aime beaucoup sur Instagram, puis je pense que c'est un petit peu également une des vocations de la plateforme, sans pouvoir aller autant dans le terme mission, c'est que c'est quand même malgré tout un réseau social qui nous permet de nous évader. Donc, si on compare par exemple les contenus qui sont publiés actuellement sur Facebook, Instagram et par exemple LinkedIn, salut Mathieu, super belle personne d'ailleurs, on voit qu'Instagram reste, je pense, une plateforme pas plus légère, mais une plateforme où encore une fois on arrive plus souvent à pas couper de l'actualité, mais un petit peu à s'en évader. On reste en contact avec le quotidien, avec ce qui se passe, puis c'est vraiment très important, puis je vais y revenir dans quelques secondes, mais c'est une plateforme où on peut essayer encore de vivre, si je puis dire, normalement. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle des réseaux sociaux, en ces temps actuels, le fait de s'évader, le fait d'échanger, de communiquer, d'interagir avec autrui, c'est plus que jamais important. Donc ça, c'est un premier point que je trouve très intéressant et qui mérite mention. Le deuxième point que je trouve très intéressant, c'est la façon notamment dont Instagram est présentement utilisé. Pas forcément par certaines marques, parce que oui, il y a des marques qui font, je pense, du très bon travail, puis je pense qu'il n'y a pas besoin de les citer parce qu'il y aurait beaucoup à nommer, mais je fais notamment allusion, par exemple, au gouvernement, le Premier ministre qui a fait appel aux influenceurs, Instagram étant le réseau social préféré des influenceurs, c'est là que ça prend tout son sens, pour justement sensibiliser la population au cours donc, des jours précédents à qu'est-ce qui se passe. Donc ça aussi, on aime beaucoup. D'un point de vue business, qu'est-ce qu'on aime beaucoup? Forcément, il y a une grosse baisse des coûts d'acquisition en publicité, il y a une grosse hausse des portées, des impressions. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on aime au niveau des usagers. Les gens créent beaucoup de contenu, je trouve, actuellement. Pour situer la chose, Instagram... Justement, Charlie, je t'interromps parce que peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, peut-être pas tout le monde qui a la même... disons, connaissance au niveau d'Instagram. L'usager type, les derniers chiffres du CFRIO nous parlaient, on était à peu près à 30-35% des Québécois. Je pense que c'est après YouTube et Facebook qui sont les deux numéros 1, c'est le troisième. Mais ça ressemble à quoi l'utilisateur type au Québec, au Canada, pour que les gens se fassent une idée là, de ça? Tu as dit une chose qui est très intéressante, c'est quoi l'usager type au Québec et au Canada. Puis si on regarde un petit peu au Québec, au Canada, puis à d'autres endroits dans le monde, on va se rendre compte que le portrait type de l'usager d'Instagram change énormément. Je pense qu'on pourrait facilement dessiner plusieurs personnages de clientèle de l'usager type d'Instagram. On pourrait parler des entreprises, où là on a vraiment une grosse diversification qui se fait. Pour vous situer un petit peu la chose, entre... Si ma mémoire est bonne, 2015 et 2018 sont des chiffres qui commencent à dater, mais le F8 s'en vient là en mai si tout va bien, donc on aura des nouveaux chiffres. Mais grosso modo, aux dernières nouvelles, on est passé de 10 à 25 millions d'entreprises. Donc on a plus que quasiment doublé sur cette période-là, ce qui est énorme. Donc au niveau des entreprises, oui, le retail et le commerce de détail restent, si je puis dire, un des principaux clients d'Instagram, tout comme l'alimentation, tout comme le tourisme, tout la culture, le divertissement, pardon. Mais il y a quand même une certaine diversification qui se fait à ce niveau de persona de clientèle-là. Si on regarde un autre persona de clientèle, puis c'est un persona sur lequel justement on fait beaucoup de veille actuellement, c'est les influenceurs. Les influenceurs sont de plus en plus friands d'Instagram, puis Instagram fait en sorte, si je puis dire, de canaliser ces influenceurs-là. Donc, tantôt, je le mentionnais, Instagram est le réseau social préféré des influenceurs. Le deuxième, c'est YouTube. Ce qui explique pourquoi, dans les derniers mois, Instagram a notamment lancé IGTV, qui vient justement proposer aux influenceurs un format de contenu qui s'apparente beaucoup à ce que les influenceurs connaissent sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, IGTV, c'est la fonctionnalité qui permet de voir des contenus vidéo de plus d'une minute, n'est-ce pas? Exactement. Jusqu'à 1 heure, exactement. Ouais. Jusqu'à 1 heure. Donc, entre 1 minute et 1 heure. Et donc, si on a une vidéo de message public ou on a un truc intéressant de 3, 10 minutes, peu importe, ben, ça peut être un clin d'œil qu'on vous fait. On vous dit, regardez, peut-être de le mettre sur IGTV et c'est un contenu qui va se retrouver. Si je ne m'abuse, je pense que c'est encore le cas, il va y avoir le teaser qui va apparaître dans le newsfeed, donc dans le fil de nouvelles, mais les gens peuvent consulter l'ensemble du contenu. C'est ça? C'est ça, puis ça a été, je fais une parenthèse sur ça, mais c'est vraiment super intéressant. Moi, je suis passionné par Instagram, mais je suis surtout passionné par la stratégie en fait d'affaires en arrière d'Instagram, notamment en termes d'acquisition, de fusion ou on va se le dire, de copier-coller, notamment sur les stories. Mais bref, sur IGTV, ça a été vraiment une offensive directe sur YouTube. On s'entend la petite guerre entre Facebook et Google. Puis, au tout début, ça a été vraiment très difficile et les influenceurs avaient de moins bonnes performances sur IGTV que qu'est-ce qu'ils en avaient, mettons, via leur contenu publié sur le feed ou en story. Donc, de ce fait, Instagram a développé vraiment des mécanismes visant à traduire le contenu. Excusez-moi, je n'ai pas compris. C'est correct, Google, c'est pas grave. Il y a Google qui jase en arrière.
Donc Instagram a, si je puis dire, traduit la vidéo donc qui dure jusqu'à 1 heure pour ensuite faire en sorte qu'elle se décline via des emplacements plus traditionnels afin de faire une sorte de promotion croisée de la vidéo, ce qui est vraiment très très intéressant. Il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont venir, notamment avec l'intégration du volet e-commerce, on en parlera peut-être plus tard, mais fonctionnalité à suivre avec GTV. Donc ça, c'est notre deuxième persona de clientèle. Puis, évidemment, le troisième persona de clientèle, c'est qui? C'est monsieur et madame tout le monde. Où là, on a vraiment eu un sacré pic, si je puis dire, puisqu'on est passé de 375 millions à plus de milliards d'usagers sur la période donc, que j'évoquais tantôt, 2015 à 2018. Encore une fois, j'ai bien hâte de voir les chiffres qui vont sortir au F8, puisque c'est un événement biannuel. Et où là, encore une fois, on voit de très, très grosses disparités en fonction des zones géographiques où est utilisé Instagram. Donc, si on compare Québec, Canada, Amérique du Nord, on va voir que le profil a tendance à se concentrer, par exemple, au Québec, où on va être beaucoup sur du 18-25 ans, 25-34 sur des types d'usagers plus éduqués ou qui ont certains types d'intérêts qui sont plus Instagram-friendly. La tendance qui faisait en sorte que l'usager type penchait beaucoup plus vers la femme que vers l'homme a tendance à beaucoup se niveler, notamment suite à la démocratisation de la plateforme par l'utilisation qu'en font les entreprises. Au niveau, bien entendu, du type d'usager, il ne faut pas oublier qu'Instagram est avant d'être un réseau social, est une application mobile. On s'entend, c'est venu grâce à ça, Instagram, puis ça explique pourquoi actuellement on publie des formats qui sont plus en 9.16 qu'en 16.9 par exemple sur ce réseau social-là. By the way, 450 millions de contenus qui sont publiés chaque jour sur Instagram. Hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner avec dans l'époque qu'on a actuellement. Mais bref, on a vraiment différents personas de clientèle et personas de clientèle qui évoluent extrêmement vite. Et je pense que ce qu'on vit actuellement va encore une fois apporter une sorte d'amplification à cette tendance-là. Donc, dans le fond, la manière que tu nous le décris, ça vient un peu confirmer ce que je disais lors d'une intervention récemment. C'est pas vrai qu'Instagram est un réseau de jeunes. C'est-à-dire que ce serait une simplification grossière. Peut-être qu'il y a dans certaines niches un peu plus que sur Facebook, certes, mais c'est quand même devenu une plateforme, quand même, il faut se le dire, assez mainstream, là, généraliste. Mais je ne sais pas si tu le sais, mais Instagram est actuellement en Amérique du Nord et notamment au Canada le réseau social qui a la plus forte croissance. On parle d'une croissance qui est 6,5 fois supérieure à celle de n'importe quelle autre plateforme. Donc c'est sûr que je pense qu'Instagram, dans les 3 dernières années, a quitté les positions de challenger que pouvaient occuper à certains moments des Pinterest, des Twitter ou des Snapchat, pour s'imposer comme un leader, encore une fois, dans le domaine donc, des plateformes sociales. Puis il ne faut pas oublier qu'encore une fois, Instagram est la propriété de Facebook. Et quand on voit les chiffres d'usagers, mettons, de Facebook, de WhatsApp, de Messenger et d'Instagram, c'est là où on se rend compte de la puissance, en fait, tout simplement, des données qu'est en train d'accumuler l'équipe de Mark Zuckerberg, tout simplement. Donc, effectivement, ça fait au-dessus de 3 ans là, que c'est la plateforme en plus forte croissance. Alors, justement, tout à l'heure, tu évoquais, on parlait d'IGTV, on a parlé des stories et des publications régulières dans le fil de nouvelles. J'aimerais avoir ton feedback. Je crois que c'est Later qui, un peu plus tôt cette année, a sorti leur étude annuelle. Et une des bonnes pratiques qu'ils évoquaient, c'est basé sur justement comment les influenceurs utilisent la plateforme depuis les derniers mois. Ce qu'on observe, c'est de moins en moins de publications dans le fil régulier. En fait, la moyenne était de 2,3 et descendue à 1,8. Donc, en général, les marques allaient publier 3-4 fois par semaine. Maintenant, c'est aux alentours d'1 à 2 fois par semaine. Alors que on va transférer plutôt les efforts dans les stories où on a un contenu plus spontané, plus selon l'humeur du temps. Est-ce que c'est ce que tu observes également avec les clients et les gens avec qui tu travailles? Ça dépend des clients, mais ce qui est encore une fois très intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que Instagram est en train de complètement révolutionner la façon dont les marques communiquent avec tout simplement leur clientèle. Puis ça peut être une clientèle en B2B, ça peut être une clientèle en B2C, ça peut être pour des partenariats, de la vente finale, d'une clientèle RH. Bref, on est en train de repasser complètement le schéma de communication qu'on a par le biais de cette plateforme, parce qu'Instagram n'a pas été pensé de la même façon, par exemple, que son grand frère, entre guillemets, ou sa grande sœur, Facebook. Je prends un exemple tout simple pour illustrer mon propos. Actuellement, mettons, sur Facebook, quand une marque va vouloir engager avec un consommateur, donc le persona final, si je puis dire, celle-ci va être obligée d'être en mode rétroaction. Donc, on va attendre un commentaire, on va attendre un message privé pour, si je puis dire, attraper la balle au bon de manière automatique avec un chatbot ou de manière manuelle, donc avec un bon GC. D'ailleurs, props à tous les GC actuellement qui travaillent très fort. La majorité fait vraiment un excellent travail, lâchez pas la patate. Donc, c'est vraiment quelque chose de très différent par rapport à Instagram où là, les marques peuvent engager proactivement. Et ce qui s'est passé avec les stories, puis d'ailleurs, on va en revenir tantôt parce que c'est vraiment très intéressant. Ce qui s'est passé avec ces stories-là, c'est qu'Instagram a facilité la prise de parole des marques et la façon dont on pouvait
si je puis dire, amorcer les discussions avec son audience. Parce que depuis toujours, n'importe qui peut interagir avec n'importe qui sur Instagram. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu vas envoyer un message privé au président Trump ou au Premier ministre Trudeau ou au Premier ministre, mettons, Legault. C'est quelque chose que tu vas pouvoir faire en tant qu'usager ou en tant que marque sans aucune limite, contrairement à d'autres réseaux sociaux. Mais là, avec l'introduction des stories et notamment l'introduction donc des fameux stickers, que ce soit des sondages, des comptes à rebours, des polls, name it, les marques se sont rendues compte du pouvoir qu'elles avaient pour prendre la parole et faciliter la rétroaction. Et cette rétroaction-là, elle est beaucoup plus souvent facile à aller chercher en story que sur des publications traditionnelles. Et selon ce que tu vois, est-ce que les marques font quand même une bonne utilisation des sondages, des questions, commentaires, ou est-ce qu'il y a encore lieu, je pense peut-être, il y a encore du chemin à faire là? Il y a eu une très très bonne progression parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Instagram est un écosystème qui évolue très vite en termes de fonctionnalités et qui a une stratégie de testing de ces fonctionnalités qui ressemble énormément à celle de Facebook. C'est-à-dire que présentement, Instagram est en train de tester par exemple un lookalike de TikTok qui s'appelle Reels, mais qui est uniquement disponible dans un marché de test, donc un marché secondaire qui est le Brésil. Puis on a plein de similitudes comme ça, ce qui fait que des fonctionnalités qui sont rapidement mises en ligne peuvent être rapidement retirées ou au contraire être mise, si je puis dire, à la disponibilité des usagers de façon globale. Donc encore une fois, il faut laisser, je pense, autant aux marques de s'approprier ces fonctionnalités-là, puis surtout, il faut leur laisser le temps de les mettre en place et de faire en sorte d'aller générer la rétroaction nécessaire auprès de leur audience. C'est pas vrai qu'on est capable de valider une hypothèse quant à la pertinence d'un contenu. Par exemple, je sais pas, on a un client qui est dans le domaine, par exemple, des accessoires automobiles et pour lesquels on fait des sortes de quiz via les stories de façon bi-hebdomadaire. Au début, on avait très très peu de rétroaction sur ces contenus là. Par contre, maintenant, tous les mercredis à 20h jusqu'à 21h, ils savent, cette audience, qu'un quiz va leur être acheminé pour interagir avec la marque. Et donc, petit à petit, le contenu rentre dans les habitudes de consommation de l'audience et favorise encore une fois la rétroaction avec la marque. La petite chose que je voulais te mentionner par rapport aux stories, puis la raison encore une fois pourquoi je trouve qu'Instagram est un modèle à suivre d'un point de vue stratégie d'affaires pour n'importe quel entrepreneur, pour n'importe quel domaine, c'est qu'Instagram a une stratégie extrêmement agressive. Puis cette stratégie-là, les fondations se matérialisent notamment par les stories. 3 offres d'achat qui ont été faites auprès de Snapchat, 3 offres d'achat qui ont été refusées, on parle d'offres d'achat conséquentes dans les 7 chiffres. Au bout de la 3e, ils ont dit stop, au lieu de faire une offre d'achat, on va tout simplement copier la fonctionnalité pour quelques dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Et si on regarde la corrélation entre la mise en marché de cette fonctionnalité-là et le début de la croissance d'Instagram, donc fin 2015, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'il y a une extrême grande proximité entre les deux événements. Donc, grosso modo, en utilisant cette stratégie de copycat, Instagram est en train de devenir une véritable machine de guerre. Puis c'est ce qu'elle fait donc avec les stories versus Snapchat, c'est ce qu'elle fait avec IGTV versus YouTube, mais c'est également ce qu'elle fait pour contrer Amazon avec IG Shopping. Mais c'est sûr que c'est plus difficile quand on réplique des fonctionnalités d'une plateforme qui est déjà bien installée, c'est plus difficile d'aller lui manger, donc de faire un IGTV pour répliquer YouTube, c'est parce qu'on s'attaque à quand même, je pense, avoir des fonctionnalités similaires. Alors que les stories, Snapchat étaient en croissance, mais quand même relativement jeunes. Alors, effectivement, ils se sont fait voler leur lunch. J'ai hâte de voir si Instagram, effectivement, développe sa propre fonctionnalité à la TikTok. Personnellement, j'ai un peu de... Je reste sceptique parce que TikTok a une masse critique qui, selon moi, fait en sorte qu'ils sont relativement bien protégés versus Snapchat. Mais bon, je veux revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, puis qu'on est capable de... je pense que dans le contexte actuel des entreprises qui prennent un virage numérique exacerbé, je veux dire, compte tenu là, de la situation, le shopping sur les fonctionnalités d'achat sur Instagram. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. La boutique Facebook existe. On peut faire maintenant une boutique Instagram. Peut-être nous dire comment fonctionnent ces fonctionnalités-là et pourquoi peut-être celle Instagram est plus pertinente. Ce qui est absolument incroyable, en fait, c'est que pour ceux qui font du marketing ou qui sont sur Instagram depuis, maintenant, je dirais 5-6 ans, c'est qu'on a eu un changement de paradigme, mon compte double, en ce qui a trait justement à la vision d'Instagram, notamment par rapport au contenu et à l'utilisation que les marques font du contenu sur cette plateforme-là. Je m'explique. Pendant très longtemps, le seul moyen que nous, gens de marketing, avions pour attirer des gens sur nos pages de destination, c'était le petit lien dans la biographie. Un lien qui était très très difficile à traiter car un petit peu dénué de sens et qui de ce fait manquait un petit peu de punch, on va se le dire. Ouais. Donc face à ça, Instagram a eu 2 réactions. La première qui est bien entendu l'introduction du lien dans les stories, donc qui est accessible quand on a un profil qui est certifié ou bien quand on a plus de 10 000 abonnés de qualité, si je puis dire. Vous amusez pas à acheter des faux abonnés, vous allez vous faire griller. Et donc bien entendu le lancement de l'écosystème d'Instagram.
ce qui est très intéressant avec cet écosystème-là, qui est un écosystème transactionnel, donc e-transactionnel même, c'est que contrairement aux fonctionnalités qu'on abordait tantôt, comme le Reels, donc le lookalike de TikTok, c'est que cette fonctionnalité-là a été testée sur le marché principal d'Instagram, soit les États-Unis. Pour leur bêta, ils ont choisi leur marché principal pour tester une fonctionnalité, ce que je trouve assez beau en termes d'entrepreneuriat. Mais bref, ils ont sélectionné donc certaines entreprises principalement donc dans le domaine du prêt-à-porter, donc de la mode, et qui sont des partenaires d'Instagram, donc comprendre ici des gens qui ont un gros volume de dépenses publicitaires, pour tester donc il y a quelques années justement faire une bêta donc de cet écosystème-là, un écosystème assez simple, je vais y revenir tantôt. Puis progressivement cet écosystème s'est démocratisé, c'est-à-dire dans un premier temps aux États-Unis, mais à plus de secteurs d'activité que seul celui du prêt-à-porter, toujours biens physiques et non des services qui sont concernés par IG Shopping. Puis ensuite, si je puis dire, élargissant le bassin de personnes qui pouvaient avoir accès à cette fonctionnalité. Donc, notamment le Canada, la France, l'Angleterre, l'Australie ont fait les premiers parties lors de la deuxième vague. Donc aujourd'hui, on en est où avec cet écosystème-là ? Aujourd'hui, en fait, les marques donc, qui bénéficient d'un catalogue produit, qui est une sorte d'actif numérique auquel vous avez accès depuis votre business manager et qui est généré par le flux produit de votre site e-commerce. Désolé, on rentre un petit peu dans des termes techniques. Juste pour être sûr de bien comprendre, ça demeure encore via Facebook qu'on gère tout ce qui est boutique vers Facebook et vers Instagram. Hein? Il n'y a pas encore le moyen d'aller activer et de tout mettre une boutique en ligne sur Instagram sans avoir une présence Facebook. En fait, la raison pour laquelle cela n'est pas possible, c'est par la façon en fait dont le processus est configuré. Dans les faits, on pourrait en fait, mais de manière à éviter les problèmes qu'on a eu, notamment au niveau du scandale Cambridge Analytica. Chaque actif Instagram doit maintenant être lié à une page donc d'entreprise Facebook afin en fait tout simplement de démontrer sa légitimité en tant que page en fait en tant qu'entité. Et de ce fait, une fois que la page Instagram est connectée à la page Facebook et que cette dernière est connectée au catalogue produit donc qui est alimenté avec le flux produit provenant du site e-commerce, par effet de ricochet, la page Instagram a accès donc tout simplement à IG Shopping. Tout simplement. Je dis tout simplement, mais ça n'est pas vraiment parce que parfois il y a des problèmes d'accès. Quand vous avez un WooCommerce, non pas WooCommerce, quand vous avez un Shopify qui est par exemple un partenaire d'Instagram, ça se fait un claquement de doigts. Quand vous avez un Etsy, que vous avez un Magento qui est un petit peu custom, ce genre de choses, c'est pas tout le temps comme ça que ça marche. Parfois, il faut faire un export de votre flux produit, aller le renseigner à la main pour entrer des sortes de tags reconnus par Google et par Instagram. Parfois, il faut aller carrément renseigner le alt de vos images sur Instagram. Donc, l'attribut alt, qui est un attribut qui vient renseigner le contenu de l'image, notamment pour le SEO ou pour le logiciel en fait, de lecture quant à l'accessibilité web. Bref. Une fois que ce setup-là est fait, on a accès donc à la fonctionnalité. Et cette fonctionnalité-là, c'est très simple, elle fonctionne comme si vous alliez identifier donc une personne, un compte, sur un de vos contenus, que ce soit dans le feed ou en story, que ce soit un contenu photo, un carrousel ou une vidéo. Donc, on voit les petites icônes d'une sacoche, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ouais. Donc, vous allez arriver donc, sur l'interface où vous rentrez votre texte, etc. Puis, au-dessus d'identifier une personne, vous allez avoir identifié un produit, vous avez une barre de recherche qui va s'ouvrir, vous allez rentrer le nom de votre produit, vous allez avoir une suggestion, vous allez cliquer, vous allez pouvoir ajouter vos produits comme ça. Maintenant, pour l'usager, comment ça se matérialise? Ce qui est très intéressant sur cette fonctionnalité, c'est que rapidement, la mise en marché de la fonctionnalité a été très étoffée. C'est-à-dire qu'au début, la seule façon que les gens avaient de magasiner du contenu donc shoppable, c'était par le biais en fait des marques qu'elles suivaient. Donc elles voyaient donc apparaître donc une petite mention, notamment une petite sacoche sur laquelle elles pouvaient cliquer. Cette personne, elle voyait apparaître donc le nom de l'item, elle cliquait, elle arrivait dans une section où il y avait une descriptif qui était encore hostée sur Instagram, où elle voyait également des suggestions de produits connexes et où ensuite il y avait un petit call to action qui disait donc acheter maintenant, puis là elle se revoyait en fait dirigée vers la landing page donc du produit sur le site e-commerce de la marque. Ça a été la V1. La V1.5, grosso modo, qu'est-ce que ça a été? C'est Instagram a en fait tiré tout simplement le meilleur profit de la section Explore, section que vous pouvez donc tout simplement accéder quand vous cliquez sur la petite loupe dans votre barre de navigation sur Instagram, et qui est une section en fait qui répertorie en fait les meilleurs contenus d'Instagram selon vos propres intérêts. Donc c'est comme une distribution aux consommateurs pour les plus vieux d'entre nous fait 100% custom, et où vous allez avoir une section donc de ce catalogue, cette section Explore, qui va être uniquement dédiée aux produits qui sont achetables et pas seulement de marques que vous savez. Et ça, Fred, c'est encore une fois juste la pointe de l'iceberg. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient du côté de IG Shopping? Premièrement, les marques ne vont plus être obligées de renvoyer prochainement donc les gens sur leur landing page. Les gens vont pouvoir rentrer leur information de shipping et leur information d'achat directement sur Instagram
pour avoir un marketplace à part entière. C'est déjà disponible aux États-Unis en mode bêta, je crois, depuis fin 2019, hein? Mais c'est pas encore disponible. Donc, au moment où on se parle, ce que tu me dis, c'est qu'au Québec, c'est quelqu'un qui fait du e-commerce avec boutique Instagram. On est encore au stade où on envoie ultimement sur votre Shopify ou votre site web, c'est ça? Ou sur votre WooCommerce, sur votre Magento, etc. C'est ça. Puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer une fois que cette feature-là va être, si je puis dire, ouverte au grand public? C'est qu'Instagram va lancer une autre application, puis là, on est encore un petit peu dans la supposition parce que c'est des oui-dire dans la mesure où on a la chance de faire partie du programme Facebook Marketing Partner, donc des fois on entend 2-3 choses intéressantes. Mais grosso modo, Facebook et Instagram sont en train de travailler sur une application un petit peu dédié, en fait, comme le serait un Messenger pour Facebook, en fait. Okay. Donc, une application à laquelle vous allez vous connecter avec votre compte Instagram et qui va s'appeler donc IG Shopping et qui va être une application qui va être ni plus ni moins qu'un répertoire ou une sorte de catalogue créé sur mesure pour vous pour uniquement magasiner. Donc, ça va être... Instagram est plus que jamais un concurrent d'Amazon, plus que jamais. Ça va être intéressant de voir parce que la question qui se pose souvent, et je donnais justement ce matin, je donnais une formation à des détaillants dans le cadre du programme Virage numérique du CQCD. Puis, tu sais, les médias sociaux, ont tant oublié, jouent un important rôle en amont. Souvent, on découvre un produit, un service, et c'est pas forcément sur le média social qu'on va l'acheter. On va l'acheter plus tard sur le site web, voire même, on va se déplacer en boutique, on va appeler le commerçant ou l'école ou l'agent de voyage ou peu importe. Donc, je suis curieux de voir si on en vient à avoir une application dédiée. Je pense que d'un point de vue commerce, ça fait du sens. Par contre, est-ce que ça va faire sortir le volet commercial des publications à contenu storytelling? Je pense que ça va dépendre, encore une fois, et tu l'as très bien dit, du contexte d'usage. C'est sûr qu'aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on peut à peu près utiliser n'importe quel réseau social, notamment Instagram, à toutes les étapes du funnel de conversion, donc que ce soit au niveau de la notoriété, du positionnement de la marque, de la vente et également donc de la fidélisation. Et les fonctionnalités qui sont développées par ces plateformes-là abondent dans ce sens. Instagram, quand ils vont réussir à fermer leur vase e-commerce sur eux-mêmes sans que le trafic leak, si je puis dire, sur des sites, les options de reciblage vont être absolument incroyables. Puis, même aujourd'hui, si tu regardes par exemple dans la régie publicitaire, tu peux uniquement cibler par exemple des gens qui ont acheté un produit publicitaire, mettons, donc, je sais pas, moi j'ai vu une paire de jeans, j'ai cliqué acheter dans les 30 derniers jours. Donc, on est rendu avec un outil extrêmement pointu, extrêmement performant, puis qui permet d'afficher vraiment des contenus pensés à la seconde près pour l'usage est prêt dans un contexte quasiment idéal. Ah oui, non, le niveau, je suis d'accord avec toi, le niveau de maturité qu'Instagram a pris en 3 ans est fulgurant, je trouve, alors que ça a pris peut-être 7-8 ans pour Facebook avoir une équivalence. Je vais... Avant qu'on termine avec peut-être quelques mots, je rappelle qu'on a quand même plusieurs personnes qui sont en ligne. Vous pouvez poser des questions pour Charlie ou si vous avez des commentaires ou autres. Alors, il y a Anthony qui fait dire que tu as encore ton accent du sud-ouest, mais ça, je pense que tu t'en doutais. Mais ça, c'est comme le Saguenayen. Tu peux sortir le Saguenayen du Saguenay, mais tu ne sors pas le Saguenay du Saguenay. Pareil avec les gens du sud de la France. Ouais, voilà, mais c'est ça. Donc, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis juste curieux de voir l'option shopping dont on parlait il y a quelques instants. Ça peut représenter quoi, les clients avec qui tu travailles? Est-ce qu'il y en a pour qui ça représente une part importante? Parce que moi, jusqu'à présent, j'ai travaillé avec des hôteliers aux États-Unis qui avaient un gros trafic référent qui venait de Instagram. Mais au Québec, je vois peu. Une utilisation de plus en plus forte, peut-être, de l'outil lui-même, Instagram, mais je ne vois pas... au niveau shopping, là, il y a certains commerçants, là, les Womans de ce monde. Mais toi, ça dit quoi? Ça dit que ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend du marché géographique et ça dépend principalement de l'audience ainsi que de la nature du produit. Donc ça dépend de 3 facteurs majeurs. C'est sûr, nous on a des clients par exemple dans lesquels on les accompagne sur l'ouverture du marché américain. Puis quand vient le temps de comparer, ou même, je vais prendre un exemple plus simple, on les accompagne sur l'Ouest canadien, puis sur les États-Unis. Puis quand on compare, mettons, le Québec/Ontario, où il y a déjà beaucoup de différences en termes de comportement d'achat, notamment en ligne, on va se dire que c'est au niveau des volumes, de la récurrence ou de la valeur. Et quand on compare ces éléments-là, donc les uns avec les autres, on se rend compte que plus on va vers les États-Unis, plus Instagram Shopping est sollicité et plus c'est ancré dans les habitudes. Pourquoi? Beaucoup moins de réticence, si je puis dire, à l'achat, premièrement. Beaucoup plus également de malléabilité dans les comportements d'achat en ligne. Puis également beaucoup plus de budget. Puis ce qu'on voit actuellement beaucoup sur Instagram et qu'est-ce qui marche énormément, c'est des petites compagnies qui montent des case studies en dropshipping pour envoyer, mettons, de la publicité de façon quasiment faramineuse avec les petits shoppable tags et faire en sorte d'aller chercher le plus de trafic. Puis ça marche très 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 bien. Ça, c'est par rapport au marché.
par rapport au type de clientèle. C'est sûr que quand on va aller chercher des gens qui sont déjà habitués à magasiner depuis un téléphone intelligent, ce qui est très différent de magasiner que depuis un ordinateur, on va se le dire, c'est sûr que les taux de conversion vont être bien meilleurs. Donc encore une fois, vous pouvez vendre ce que vous voulez, où que vous voulez. Si vous le vendez, mettons à des 18-24 ans sur Instagram, qui ont quand même des revenus assez intéressants, vous aurez peut-être plus de chances que de les vendre à 55-64 par exemple. Puis ensuite, bien entendu, au niveau des produits. Ça, c'est vraiment très important et je reviens là-dessus encore une fois. Actuellement, vous ne pouvez vendre par IG Shopping que des produits physiques. Vous ne pouvez pas vendre des services. Donc, de ce fait, ça vient amener une certaine limite par rapport aux choses que l'on peut vendre ou pas sur Instagram. Et de ce fait, est-ce que ça marche ou pas? Ouais, donc ça sera à voir, effectivement. Écoute, super. Je sais qu'il y a Monique qui nous a salué un peu plus tôt. Il y a Véronique qui fait dire bravo les gars, intéressant. Merci, Merci Monique. Alors écoute, on est dans les temps, on dépasse même un peu, on est à 30 minutes. C'était super, je pense qu'on aurait pu, par rapport à Instagram, on pourrait jaser encore longtemps, mais l'objectif c'était vraiment d'essayer de donner quelques points. En tout cas, je retiens particulièrement pour les entreprises dans le contexte actuel de rester dans le storytelling, plateforme un peu plus légère que ce qu'on voit sur Facebook ou ailleurs, donc de garder justement, d'inspirer les gens, de les motiver, c'est un peu pour ça, pour que les gens vont sur TikTok parce qu'on s'amuse, puis je pense à Instagram aussi parce que c'est important aussi. Puis il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, puis qui vient, à ma foi, bien conclure la chose et aussi complémenter ce que tu viens de dire, c'est le sticker Stay Home, donc restez chez vous, en français, qui a été lancé par Instagram. Les marques, n'hésitez pas à vous approprier ce sticker-là. Grosso modo, votre contenu va apparaître dans la section, donc, si je puis dire, stickers, qui est une sorte de story dédiée, en fait, une story commune. On retrouvait ça un petit peu d'ailleurs sur Snapchat. Oui. Donc, les stickers Stay Home, en français, restez chez vous. Puis je pense qu'il y a aussi probablement le Ça va bien aller. J'imagine qu'il va y avoir un sticker, si c'est pas déjà fait, sous peu, on devrait voir ça. Puis ça permet encore une fois de créer du contenu conjointement, puis également d'augmenter la découvrabilité de vos contenus. On sait que l'enrichissement des contenus sur Instagram, que ce soit par le biais des hashtags, des géotags, maintenant des shoppable tags, c'est le nerf de la guerre. Donc, si vous avez une ligne éditoriale qui s'y prête, puis c'est important, on n'en a pas parlé, mais c'est très important, n'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est un bon moyen pour échanger avec vos audiences. Non seulement on montre de l'empathie envers ce qui se passe, mais comme tu dis, excellent point au niveau de la découvrabilité des contenus, c'est super. Alors écoute, merci Charlie pour cet entretien. Alors, Agence Réverbère, on vous trouve évidemment sur Instagram, sur Facebook. Et puis, à tous ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que jeudi, même heure, donc 14h, je m'entretiens avec Marie-Julie Gagnon et on va parler de ce qui nous attend au niveau du voyage et du tourisme. Alors, merci là-dessus, Charlie. Je te dis à la prochaine et merci tout le monde. Merci à tous. Prenez bien soin de vous.